bonsoir à tous. À la une de ce journal, de nombreuses routes nationales et communales se dégradent au fil des jours sous le regard impuissant des populations résidant dans l'arrière-pays. Illustration ce soir dans les départements de l'Océan, la Sanaga-Maritime et le Mungo, un enclavement criard qui plombe le développement de plusieurs localités malgré leur riche potentiel agroforestier, agropastoral et touristique. L'état des infrastructures et le désarroi des populations dans le Cameroun profond, c'est le dossier du 20h. 6 mois après la survenance de la pandémie du Covid-19, le Cameroun risque de faire face à une résurgence de cette pandémie. Elle est liée au fait que le pays entretient des liens commerciaux et diplomatiques directs avec des pays qui connaissent de leur côté une montée fulgurante des cas positifs de Covid-19. Que fait le gouvernement dans un tel contexte? Quelles pourraient être les conséquences sur le système de santé et le système économique du Cameroun? Élément de réponse au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans la série de reportages réalisés dans le Sud profond, vous l'avez peut-être observé si vous vous êtes rendu à Campo. C'est un arrondissement qui se meurt dans le département de l'Océan, commune située au large de la rive, située sur la rive du golfe de Guinée. Cette commune côtière vit dans un enclavement criard, malgré son riche potentiel en ressources forestières et ressources touristiques. Campo ne dispose d'aucune route aménagée, encore moins de services sociaux adéquats. Pourtant, les populations n'ont de cesse interpellé les pouvoirs publics à cet effet. L'exécutif municipal est dépassé par la situation. C'est le constat que font nos reporters Rodin Gassi et Marcelin Gansap. Ne vous trompez pas, ce véhicule n'est pas otage des nombreux bourbiers qui jonchent les plus de 115 km qui séparent Kribi de Campo. Nous sommes là en plein cœur de ce qui tient lieu de centre-ville de Campo. Bienvenue à la glissade qui fera prendre un coup au véhicule. Non loin de là, un autre véhicule coince, obligeant le chauffeur à recourir au 4x4 pour sortir du piège. Des bourbiers, il y en a pour fusion au centre-ville de Campo. Inutile de chercher, ne serait-ce qu'un mètre de route gravillonnée. Ça n'existe nulle part. Nous sommes à moins de 100 km de Kribi. Au niveau même du port, c'est presque 40 km de Campo. Mais Campo ne ressemble vraiment pas à une ville frontalière. La porte du Cameroun, nous sommes à 45 km de Bata. Vous voyez, nous avons même honte. Quand vous êtes de notre côté, ça ne reflète pas le grand Cameroun. Nous avons comme l'impression que nous sommes abandonnés parce que tout est coupé. L'exécutif municipal assiste impuissant à la dégradation de ce qui tient lieu de voirie de la ville. Il y a tellement de défis à relever que le maigre budget de la commune ne saurait suffire. On ne peut qu'arranger des petits points critiques, comme vous avez pu le constater, mais c'est un problème gouvernemental, c'est l'État qui doit mettre des moyens sérieux. Vous connaissez bien la décentralisation qui n'a pas encore pris corps, dont les mairies n'ont pas encore ce pouvoir réel de pouvoir exercer sur le terrain. Donc nous ne pouvons que faire avec des petits moyens de bord, mobiliser les jeunes, comme vous l'avez vu, et pour qu'on essaye, mais ce n'est pas vraiment ça la solution. Kribi Campo fait pourtant partie de la nationale numéro 7 qui prend ses racines à Edea. Le bitumage de cette route, longue de 186 km, aurait pu impulser le développement de la commune de Campo. Surtout qu'un autre projet plus large prévoit l'extension jusqu'à Bata, en Guinée équatoriale, avec en plus la construction du pont sur le fleuve Ntem qui marque la frontière avec la Guinée équatoriale. Malheureusement, tout cela ne figure pour l'instant que sur du papier, pendant que Campo se meurt. Le projet du corridor Bata-Douala qui est en cours, n'est-ce pas, par la BAD, la Banque africaine de développement. Nous attendons. 2 équipes sont passées sur le terrain. Disent que ça va commencer. Nous attendons. Actuellement, les gars voyagent par moto. Impossible. Vous pouvez faire 4 jours, 5 jours au bosquet. Donc, et la moto, c'est 10 000 francs. C'est pas donné à n'importe qui. Campo est
à chaudes larmes. Quand vous allez de l'autre côté, vous avez honte de dire que vous êtes Camerounais. Cette petite concurrence-là. La commune de Campo dispose pourtant d'importantes ressources, notamment forestières. Mais leur exploitation ne profite pas toujours au développement de cette localité. Les ressources forestières pèsent. Malheureusement, c'est des petites sociétés qui payent leurs taxes communales, mais elles ne sont pas nombreuses. Il n'y a que la forêt communautaire d'Aka qui essaye. Bon, avec des petits problèmes de malentendus, ça fait que l'activité n'est pas fiable. Il y a des revendications, il y a des griefs. Le centre-ville de Campo porte les marques du sous-développement. Nul besoin de spéculer sur le sort qui est celui de différents villages, dont certains sont situés à plus de 40 km d'ici, à la frontière avec les communes d'Akom 2 et de Man. Le Cameroun enregistre au 10 septembre 2020 un cumul de 19 600 cas positifs de Covid-19 pour 18 448 personnes guéries contre 415 décès enregistrés et 742 cas actifs, dont 87 suivis en unité de prise en charge. Ces chiffres sont du ministre de la Santé. Il vient de les rendre publics lors d'une conférence de presse conjointe au ministère de la Communication. Manaouda Malachi exprime son inquiétude face au risque de résurgence de la pandémie, car bon nombre de pays avec lesquels le Cameroun entretient des liens commerciaux diplomatiques directs connaissent une montée fulgurante du nombre de cas positifs au cours des dernières semaines. Dans sa communication, le ministre de la Santé prévient qu'une reprise de la contamination peut surgir à tout moment si des mesures strictes, voire contraignantes, ne sont pas observées. Le système de santé au Cameroun pourrait subir des dégâts très importants, ainsi que les autres secteurs de la vie économique et sociale. Le ministre Manaouda Malachi s'adresse à ceux qui abandonnent l'observance des gestes barrières. Ils font courir à tout leur entourage un risque énorme, a-t-il indiqué. Parlons à présent des routes dans la Sanaga maritime, notamment dans la ville d'Edea. Ces routes ne cessent de se dégrader au grand désarroi des populations. Après les promesses électorales, rien n'a été aménagé jusqu'ici. Les populations déplorent le fait que les chantiers de réhabilitation sont à l'abandon. Cela plombe la mobilité urbaine dans la ville lumière située dans la Sanaga maritime. Des précisions avec Ekoka Lobé et Sylvestre Hippolyte Zangao. Comme un menuisier qui n'a pas de chaise à son domicile, le maire de la ville d'Edea emprunte cette route en piteux état tous les jours pour se rendre à l'hôtel de ville. Une situation qui suscite des interrogations quand on sait que ces promesses électorales s'articulaient principalement sur la réhabilitation des routes de la ville lumière. Voici donc le centre urbain. Nous y reviendrons. Restons dans la Sanaga maritime où plusieurs autres axes routiers sont en piteux état. Notamment l'axe qui mène à Mwanko, une localité riche en ressources touristiques et halieutiques. Pourtant, là-bas, le prix du transport a presque triplé. Les populations s'en plaignent, pointent du doigt la route dégradée. Reportage Ekoka Lobé et Julienne Berthebissaille. Dans le département de la Sanaga maritime, la route Edea-Mwanko est en mauvais état. Son parcours est entièrement parsemé de nids de poules et autres crevasses de toutes sortes. Devenue impraticable, les usagers de cette route ne savent plus où mettre la tête. La route là, elle est très gâtée vraiment. Elle n'est même pas praticable parce que nous souffrons tellement avec des eaux comme des rivières en pleine route. Gorgée d'eau de pluie qui tombe dans la zone, partir d'Edea pour Mwanko est désormais plus qu'une épreuve d'obstacle pour les conducteurs et voyageurs habitués de cet axe. C'est vraiment déplorable pour notre pays. C'est comme si l'autre côté du Cameroun était coupé. Parce que ça fait depuis un bon bout de temps, on a trop de la peine à circuler. Et les mardeaux et les bouviers qui sont en route, tantôt on nous dit qu'on va arranger, tantôt on arrange, ça s'empire du jour au jour. L'état de la route est très mauvais. C'est très mauvais, il y a les cassis partout. Il y a l'eau qui est là, on ne voit pas ce qui est à l'intérieur. On entre seulement, on ne parvient pas. Ça nous éclate les pneus. Donc c'est très difficile. Et bien avant l'arrivée des pluies, les voyageurs déboursaient 2000 francs pour le trajet. Aujourd'hui, ils payent désormais 3500 francs CFA pour aider à Mwanko. Sur leur souffrance, les usagers accusent les prestataires des marchés de cette route. C'est pas facile. C'est impraticable maintenant.
On a des gens qui gagnent des marchés pour faire des ponts, des bus en route. À un moment, ça les dépasse même. Nous sommes complètement bloqués. Pour le moment, si la route même est coupée, pour qu'un véhicule passe même pour aller à Mouanko, aider à pour Mouanko, c'est impraticable. Criant leur détresse depuis des années, les usagers de la route Mouanko-Edéa ne sont pas du tout au bout de leur peine. La galère ne fait que commencer pour septembre et octobre, 2 mois réputés pour d'abondantes pluies. Ce calvaire est également vécu dans une banlieue située dans le 3e arrondissement de Douala. Il s'agit de Mbanga Pongo. Là-bas, les problèmes d'accès bien sûr à ce quartier, l'insalubrité et les problèmes d'accès à l'eau potable se posent avec acuité. Des maux qui minent ce quartier situé dans le 3e arrondissement de Douala. Reportage Dani Warenzede et Kediara. Mbanga Pongo, 13 ans après le crash de Kenya Airways qui l'a rendu tristement célèbre, le quartier peine à se développer. Vous vous souvenez de ce reportage d'Equinox Télévision, un reportage exclusif qui avait été fait dans ce quartier pour montrer ses difficultés en pleine saison sèche. Dites-vous qu'en saison de pluie, ces difficultés sont multipliées à l'infini. Je demande, vous êtes passé par où pour arriver à Mbanga Pongo? Quelle route? Vous ne voyez pas l'état là, vous voyez comment on souffre. Vous attendez seulement que les gens meurent ici à Mbanga Pongo. Après, vous allez dire que les Camerounais sont morts à Mbanga Pongo, n'est-ce pas? Regardez vous-même l'état de la route. L'eau là va nous envahir ici. Nous sommes fatigués de cette route. Chaque année, on nous donne espoir. Nous voulons seulement même les rigoles. Seulement les rigoles, ça peut nous soulager parce que voilà la rentrée scolaire avec nos enfants, vraiment, il faut les bottes, il faut les tenues adaptées pour cette route. Les creux, les mâts d'eau, ça n'en vaut pas la peine. Comme la plupart des zones de Mbanga Pongo dans lesquelles nous nous sommes arrêtés, il y a à cet endroit exactement ce lac. Les populations nous expliquent que ce n'était qu'un simple petit cratère creusé dans le sol. Et avec l'arrivée des pluies, il s'est rempli d'eau. Il est totalement impossible pour ces populations de traverser cette route sans pour autant mettre les pieds dans l'eau. Et elle nous explique d'ailleurs que lorsqu'on est habitant de Mbanga Pongo et qu'on veut sortir pour se retrouver en ville, il faut prévoir 2 vêtements. C'est-à-dire le vêtement qu'on a sur soi pour patauger dans cette eau et le deuxième vêtement de réchange qu'on va mettre une fois qu'on est sur la route principale pour se mouler facilement aux autres habitants de la ville. Si tu es parti dans un bureau, tu es obligé de prendre des vêtements appropriés pour la route et prendre d'autres, mettre dans le sac. Arriver à Trades, tu t'échanges et puis tu continues. Même le transport ici, tellement ça coûte que... Vraiment, je n'ai même plus de paroles. Je suis fatiguée chaque année. Face à toutes les difficultés que les habitants de Mbanga Pongo rencontrent pour se mouvoir sur cette route en mauvais état, la chefferie de la communauté ne lésine sur aucun moyen pour pouvoir leur faciliter la tâche. Vous voyez en image ces morceaux de goudron décapés qui ont été achetés par les soins de la chefferie afin de niveler la route et de permettre alors que les usagers puissent se déplacer confortablement. Pour venir bénéficier, ça nous coûte 50 000 francs par camion. Donc, ce n'est pas facile. Ce qui me motive, les femmes enceintes à voter ici sur cette route. Pour pouvoir sortir de ces quartiers pour les hôpitaux, ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de pouvoir le faire avec mes notables. En plus du mauvais état des routes, de l'insécurité, les habitants de Mbanga Pongo doivent faire face à d'autres difficultés majeures. Il s'agit notamment de l'insalubrité. Vous le voyez en image, les populations sont obligées de déverser là où elles le peuvent leurs déchets ménagers. Et pour cause, le mauvais état des routes qui empêche la société en charge du transport des déchets ménagers d'arriver jusqu'ici et de les transporter jusqu'aux zones de traitement de ces déchets. Il y en a en quantité dans le quartier Mbanga Pongo, un effet qui peut causer des maladies chez les plus petits, des maladies chez les animaux domestiques et donc plonger cette population dans un peu plus de souffrance que ce qu'elle endure déjà. L'état de la route, la société Ezakam ne peut pas entrer ici. Vous voyez là derrière, c'est la marée, c'est le forêt. C'est interdit de verser ces déchets-là dans l'eau parce que j'ai sensibilisé toutes les populations, ne les interdit cela. Il y a le moment que quand c'est beaucoup, je suis obligé de mobiliser, de sortir de l'argent avec mes notables pour pouvoir transporter cela dans les 10 roues avant de faire
déverser dans les endroits appropriés. Si le quartier Mbanga Pongo est entouré d'eau, si l'eau qui arrive jusque devant le domicile des populations les met mal à l'aise, il faut pourtant préciser que ces populations souffrent d'un autre problème majeur, problème d'adduction en eau potable, parce que dans ce quartier, malheureusement, les tuyaux de la Kamwata n'arrivent pas. Résultat des courses, les habitants sont obligés de boire soit de l'eau du puits, soit de l'eau de forage, une eau qui de toutes les façons n'est pas forcément saine et peut conduire à de grosses pandémies telles que le choléra. On souffre ici pour l'eau parce que nous on n'a pas l'eau de la SNEC. Et c'est le forage que nous buvons ici. Et c'est ça qui nous donne la maladie. Mais maintenant, comme je vous dis là, je suis malade. Je suis partie à l'hôpital, on m'a dit que c'est la typhoïde. Je sais que c'est l'eau qui nous donne ça. Pour Equinox Télévision, depuis Mbanga Pongo, nous sommes Dani Warenze 2 et Kedziaha. La dégradation des routes est également décriée dans la ville de Nkonsamba, chef-lieu du département du Mungo. Là-bas, la voirie urbaine s'est complètement effondrée et les travaux de réhabilitation plusieurs fois annoncés ne sont jamais arrivés à leur terme. Une nouvelle équipe des autorités administratives s'y est rendue afin de promettre la reprise des travaux de réhabilitation de plusieurs axes de la voirie urbaine à Nkonsamba. Des précisions avec Cyril Ndiemba, Mathilde Akemazou et Xavier Foka. Les quartiers 7 et 9 de la commune de Nkonsamba 1er dans le département du Mungo s'apprêtent à voir leur route réhabilitée. Selon les habitants de ces quartiers, les travaux sur ces routes avaient été abandonnés depuis au moins 25 ans. Conséquence de cet abandon, comme dans plusieurs villes du pays, la largeur de la chaussée a été grignotée au fil des ans par les habitations. Il y avait débordé la chaussée. Ils ont fermé la rigole, même si ça me plaignait chez moi là. Ça n'est rien dit. Puisque si j'avais débordé et que ça plaignait chez moi, je devais être content. Puisque le développement, quand il y a la route, il y a développement. Pour que ce développement soit donc effectif, les maisons situées sur le tracé initial des routes et des rigoles vont être détruites. Ce qui explique ces matérialisations faites ça et là. Nous avons tracé. D'où il doit casser. Et pour l'une des rares fois, les populations ne trouvent pas d'inconvénients. Je suis l'une des premières victimes. Donc vous voyez bien que je suis touché. Derrière moi, je suis touché. Mais c'est ainsi, il faut passer par là pour avoir le développement. Ne casse pas, on ne pourrait pas bien faire une bonne route. Mon souhait, c'est de casser pour remettre la route comme Mengambo avait pu tracer. Et si on ne casse pas, quelle route donc on pourrait faire? Afin de prendre la mesure du problème et des réalités, une mission du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a effectué une descente sur le terrain dans les quartiers concernés. Et on a constaté que beaucoup de projets connaissaient assez de difficultés. Et le ministre a donc exclu cette mission pour qu'on vienne s'enquérir des raisons, pour que le maire nous fasse le point sur l'avancement des projets et que nous trouvions des solutions adéquates pour que ces projets soient menés à bon port. Les populations espèrent la réalisation de ces projets routiers en Nkonsamba 1er, car dans la plupart des cas au Cameroun, après des visites d'inspection de ce genre, les projets tombent dans les oubliettes. 30 ans après avoir été déguerpies sur les emprises d'une route nationale, les populations victimes des démolitions n'ont jamais été indemnisées. Cela fait seulement 2 ans que le décret présidentiel portant indemnisation a été signé. La majorité des bénéficiaires est morte. Leurs ayants droit ont manifesté à Bandjoun leur colère. Jusqu'ici, aucun copec ne leur a été donné. Pourtant, ils ont été victimes de casses de démolition il y a plus de 30 ans. De nombreuses familles déchirées qui crient leur colère dans ce reportage que signe le Claire Sakem. Nous avons été toujours nourris par cet espoir éphémère, avec ce rendez-vous éphémère. Il faut penser aussi que nous sommes des êtres humains, des Camerounais, comme tous les autres. Vous nous différenciez. Ce papa, c'est parti du collectif des déguerpis de l'Arcelour, Bafoussa Biaoundé. Depuis 38 ans qu'ils ont tout perdu, ces familles n'ont jamais reçu le moindre sou du gouvernement camerounais. Las d'attente, elles ont bravé des kilomètres, pancartes en main, pour manifester devant la préfecture du Conquis. Nous sommes les déguerpis de l'Arcelour, Yaoundé, Bafoussa. Et si vous voyez ici, là, ça fait 38 ans que nos parents ont marché pour qu'ils soient indemnisés. Cela n'a jamais été fait. La présidente de la République a signé depuis le 20 décembre 2018 qu'on paye les déguerpis de Bandjoun. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Nous ne sommes toujours pas payés. 38 ans, c'est un peu de trop.
voici la décision présidentielle qu'on a signée. Et nous ne voulons pas. Nous sommes de ceux qui aiment la paix dans ce pays. Nous voulons qu'on nous paie. 38 ans après, 45% de ces déguerpis sont décédés sans avoir perçu le moindre radis pour se faire soigner. Ce déguerpissement a provoqué la dislocation de certaines familles. Depuis qu'on a détruit notre village, on a porté notre père et posé dehors avant de détruire. Depuis le temps là, notre père, on lui posait partout. Manque là, notre père devait rester. Et notre père est mort. On ne nous a rien donné. Et encore le successeur, il a marché sur ça jusqu'à fatiguer. Le successeur est encore mort. On dit qu'on doit nous payer. On ne nous donne absolument rien. Et toutes ces femmes sont mortes. Toujours dormir par-ci, par-là. Demandez les maisons pour dormir là-bas. La majorité sont décédés. Et nous, aujourd'hui, les enfants, nous ne sommes pas prêts. Nous ne pensons pas que nous allons mourir pour qu'on puisse venir payer l'argent là, soit à nos petits-fils ou à nos arrière-petits-fils. En l'absence du maître des lieux, c'est le deuxième adjoint, Oumaro Bouba, qui a trouvé le fil juste pour désamorcer cette bombe. On s'est dit que bon, l'année 2019, peut-être que ce n'était pas inscrit dans le budget. Cette année 2020, on espère que c'est inscrit dans le budget et que ça sera payé. Bien que vous connaissez les problèmes que vit le pays avec la crise du corona, tout ça. Il y a un problème de fond pour le moment. Mais on espère que ça a été inscrit au budget. Et si ça a été inscrit, c'est bien sûr vous serez payé. Et vous ne serez pas payé ailleurs, c'est ici dans cette salle que tout se fait. Il faut surtout beaucoup remercier. On fait beaucoup d'efforts. Et ça aboutit à un décret d'indemnisation signé par le Premier ministre le 2 janvier 2019 qui a décidé de payer, en tout cas qu'on paye tous ces riverains qui n'avaient pas été indemnisés depuis 1982. En 1982, les travaux de construction de l'axe lourd Bafoussam-Yaoundé ont entraîné le déguerpissement de 450 personnes dans les arrondissements de Pomonier et Djebem dans le Konki. Les experts avaient recensé les maisons, cultures et tombes pour un montant de 1,7 milliard de francs CFA. On va vous payer, on ne nous paye pas, on ne nous paye pas. Depuis grâce Après le relâchement observé dans l'application des mesures barrières, la Croix-Rouge française veut inciter les Camerounais à respecter les mesures de prévention contre la pandémie du Covid-19. Une stratégie de sensibilisation a été mise à cet effet, mise en place afin d'éviter une deuxième vague de contamination. D'autres détails avec Ike Cyril. Depuis la levée de certaines mesures barrières par les pouvoirs publics, l'on observe un refroidissement dans la lutte contre le coronavirus. Afin de redonner goût aux populations, la Croix-Rouge française lance un concours sur le respect des gestes barrières dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 4. C'est un jeu concours qui vise à faire respecter les mesures barrières au sein des principaux marchés et gares routières du district de santé de Nkoldongo. Donc on va évaluer les différents sites en compétition, notamment sur le respect du port du masque et du lavage des mains. Dans les rues de Yaoundé, il devient de plus en plus difficile de rencontrer des citoyens qui abordent un cache-nez. Tout comme il est devenu rare de voir certaines personnes se laver les mains avant d'accéder à certains lieux publics. Dans le cadre du concours annoncé par la Croix-Rouge française, des agents de santé vont sillonner des sites précis afin d'appréhender cette réalité. Les agents de santé communautaire du district de santé qui vont passer régulièrement pour prendre des photos au sein des différents sites en compétition. Et sur ces photos, on va pouvoir faire un pourcentage des personnes masquées par rapport à l'ensemble des personnes qui sont visibles sur cette photo. On va faire ça une fois par semaine et à la fin du jeu, on fait la moyenne et ça nous permettra de définir quel est le site qui fait le mieux respecter le port du masque notamment. Des autorités camerounaises ont maintes fois annoncé des campagnes de répression contre le non-respect des mesures barrières, mais qui sont mortes avant même d'exister. L'initiative de la Croix-Rouge française, dont la salle des actes de la mairie de Yaoundé 4 a servi de rampe de lancement, sera-t-elle la bonne? Just wait and see. Dans le reste de l'actualité, le torchon brûle à la municipalité de Banka, dans le département du Honkam. L'exécutif municipal et les conseillers municipaux se déchirent sur les pouvoirs et attributions à donner aux commissions chargées de veiller au développement de cette commune. D'autres précisions avec Andy Gagnou et Eric Fopossi.
conseil municipal sous haute tension à la commune de Banka, département du Onkam, à l'ouest Cameroun. Réunis pour le vote du compte administratif 2019 de la commune, des conseillers municipaux s'énervent contre leur maire. Ils lui reprochent d'avoir désigné les présidents des commissions sans consultation préalable. L'article 191, 181 de votre Bible, ça devrait être votre livre de chevet en votre qualité de conseiller municipal, dispose que le conseil municipal peut former au cours de la dernière session annuelle pour le compte de l'exercice à venir des commissions pour l'étude des questions entrant dans ses attributions. Chaque commission comprend en son sein un président et un secrétaire. Alors commence la bataille juridique. La loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées est mobilisée pour faire comprendre au maire qu'il n'a rien à faire dans la mise en place des commissions pour l'examen du compte administratif. Le même code dispose en son article 469 qu'au cours de la session consacrée à l'adoption du compte administratif, l'organe délibérant élit un président de séance. Les membres de l'organe exécutif assistent au débat, mais se retirent au moment du vote. Pour ce premier conseil municipal, sous le règne du parti MCNC, Mouvement Citoyen National Camerounais, le risque de voir capoter la session est présent. Faut-il continuer avec les commissions choisies par le maire ou reprendre le processus séance tenante? La question passe au vote. On valide les travaux de la commission qui a été travaillée ou non? C'est tout. On annule tout ce qu'on a fait hier, on passe au vote de nouvelles commissions sur les présidents. Voilà, et donc on annule la suite, ça veut dire que le vote du compte administratif, on revient un autre jour pour le compte administratif. Finalement, victoire du camp qui souhaite la reprise du processus de désignation des commissions. On peut maintenant examiner et adopter le compte administratif de la commune de Banka. Happy End dont se satisfait le préfet du Onkam. Les débats ont été certes houleux, mais nous sommes en démocratie. N'oubliez pas que nous avons 3 partis politiques dans ce conseil. Le RDPC, l'UMS et le MCNC. Donc les débats ont été houleux, mais nous sommes très contents de ce que la dynamique de réconciliation a prévalu. Triomphe de la démocratie, défense des intérêts des populations, ces idéaux auront dominé ce conseil municipal, place donc maintenant au travail. Donc nous sommes interpellés maintenant à travailler pour inciter les recettes de notre commune et afin de promouvoir le développement harmonieux de notre contrée, afin de rendre Banka, comme je l'ai dit dans mon discours lunaire, comme un Eldorado où il fera bon vivre. Le maçon. Dans l'escale internationale, la CEDEAO exige la nomination d'un président et d'un premier ministre issus de la vie politique civile au Mali, condition sine qua non pour obtenir la levée de l'embargo dans ce pays situé en Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, l'opposition ivoirienne continue de contester la décision du Conseil constitutionnel, décision selon laquelle les candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont été rejetées pour la prochaine élection présidentielle. La mouture internationale, c'est signé Gladys Sidé. La CEDEAO ne cède pas face à la junte actuellement au pouvoir au Mali. Reçue au Ghana, elle n'a pas réussi à convaincre l'organisation de lever les sanctions économiques ni de l'accompagner dans son plan de transition. La CEDEAO insiste pour que la junte nomme dans les brefs délais des dirigeants civils pour une période transitoire de 18 mois. C'est la condition pour une levée des sanctions économiques contre le Mali qui subit depuis quelques jours l'embargo sur les flux commerciaux et financiers. Le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan,
doit à nouveau se rendre à Bamako pour s'assurer des avancées vers la transition civile au Mali. Le pays porte le deuil suite au décès de l'ancien président Moussa Traoré, mort à l'âge de 84 ans, le 15 septembre. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, les observateurs pensent que tout est réuni pour des lendemains électoraux difficiles. Après le rejet des candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro pour la présidentielle du 31 octobre. Les soutiens des deux personnalités de la vie politique en Côte d'Ivoire contestent la décision du Conseil constitutionnel. La branche pro-Gbagbo du FPI pense que le pays s'achemine vers une élection de dupes. C'est la volonté du despote qui veut que Gbagbo Laurent soit éliminé, qui veut que Soro soit éliminé et qui a choisi ses adversaires. Mais je vais vous dire pourquoi il a choisi ses adversaires comme ça. Parce qu'il sait bien que ce qu'ils appellent le Front populaire ivoirien représenté par M. Afinguessan ne fait pas le poids. Guillaume Soro dénonce, lui, un coup d'État acté par le Conseil constitutionnel. L'ancien chef rebelle et ancien Premier ministre s'exprimera davantage sur le sujet jeudi depuis Paris, où il vit en exil. Pascal Afinguessan, de son côté, est entré en dissidence avec l'ancienne équipe dirigeante du FPI. Toujours à la tête de ce parti, sa candidature a été validée. Autre figure de la politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, 86 ans, sa candidature a été retenue pour la présidentielle à venir. Mais son parti critique aussi le Conseil constitutionnel. Nous déplorons deux décisions. D'abord, la décision de retenir la candidature inconstitutionnelle de M. Ouattara, parce que pour nous, il n'est pas éligible. Nous déplorons également l'invalidation des candidatures de plusieurs leaders politiques majeurs, notamment le président Laurent Gbagbo, le président Soro Diom et d'autres leaders, pour des raisons purement politiques. Pour plusieurs, ce climat de tension augure des lendemains électoraux difficiles en Côte d'Ivoire. Les autorités ont récemment interdit les manifestations publiques, une interdiction prolongée jusqu'au 30 septembre. La fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Covid-19, on n'est définitivement pas sorti de l'auberge. Les chiffres explosent. Le ministère de la Santé publique est inquiet. Près de 19 000 cas positifs en date du 10 septembre 2020, 18 000 cas guéris, environ 415 décès et plusieurs cas actifs et d'autres qui sont encore en soins intensifs, relève le ministre. Et pour ne rien arranger, il redoute une deuxième vague de contamination si rien n'est fait en matière de prise en compte des mesures contraignantes pour le respect des mesures barrières. Il a indiqué que le Cameroun, qui entretient des relations très cordiales avec des pays où il est observé une montée fulgurante du nombre de cas positifs, le Cameroun pourrait lui aussi connaître une telle contamination si des mesures appropriées ne sont pas prises jusqu'ici. Dans sa communication, il a tenu à interpeller les Camerounais sur la nécessité de porter des masques, d'observer les mesures barrières et de distanciation sociale. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, madame.